Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 87 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Perrine Kenson. Bonjour Perrine. Bonjour Nicolas. Alors Perrine, vous êtes journaliste pour les magazines Cinématiseur, Le Film Français, Première, Les Trois Couleurs, Illimité et pour le site Somewhere Else. Vous êtes aussi la créatrice du podcast 7e Science qui coproduit par Sorbonne Université et Binge Audio. Vous êtes aussi par ailleurs critique et chroniqueuse pour Canal+ dans l'émission Le Cercle Série et vous collaborez avec de nombreux festivals comme Lumière, Champs-Élysées Films, Festival, Sérimania et ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande, Filmo TV. Et vous enseignez à l'ESSEC. Voilà une biographie bien complète, dense. Et vous êtes tout à fait indiqué aujourd'hui pour parler de séries avec moi et d'une série que vous avez choisie qui a trait à la drogue aux années 80, à Pablo Escobar. Alors Perrine, cette série, c'est quoi ? Eh bien, cette série, c'est Narcos. Narcos, les 3 premières saisons de Narcos. Pas Narcos Mexico, hein. Narcos. Oui, Narcos Mexico qui a fait d'ailleurs l'objet de l'émission numéro 17 avec Anthony Guillon. Donc celles et ceux qui voudraient voir ce dérivé de la série Narcos originale que vous allez nous présenter aujourd'hui peuvent se rendre sur notre site histoireensérie.com. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ou qui auraient vu il y a longtemps cette série disponible sur Netflix, pourriez-vous, Perrine, nous faire la présentation et le pitch avant de commencer pour qu'on ait bien les cadres dans lesquels on va évoluer tout au long de l'émission? Exactement, Narcos, la volonté de Narcos, c'est de retracer un petit peu, comme disait José Padilla, c'était le trafic de drogue, ou comment fonctionnait le trafic de drogue. En réalité, la série est vraiment beaucoup plus sur l'histoire d'Escobar, de Pablo Escobar, puis dans sa 3e saison par rapport au cartel de Cali, et prend comme personnages principaux 2 agents de la DEA, qui s'occupent des drogues. Je suis très mauvaise pour rentrer dans l'explication de la DEA, mais qui s'occupent qui s'occupent des drogues aux États-Unis et qui veulent intervenir en Colombie, qui est la source du trafic, la source principale du trafic de cocaïne dans les années 80 jusque dans les années 80, au début des années 90. Et donc, dans cette série, effectivement, on aurait pu l'appeler, vous l'avez dit, Pablo Escobar. On va revenir tout au long de l'émission sur ce personnage essentiel. Mais comment est-ce que, justement, la narration est organisée tout au long des 3 saisons ? Vous l'avez dit, il y a une évolution entre les cartels de Medellín puis ceux de Cali. On va revenir aussi sur les lieux, la Colombie, plaque tournante à cette époque-là. Mais comment la narration sur les 3 saisons s'organise, quels personnages on suit ? Vous l'avez dit, ces agents de la DEA, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en effet, on débute la série vraiment au Chili, qui est à peu près la volonté de dire que la naissance à peu près de la cocaïne, c'était au Chili, mais très vite, on débarque en Colombie. Et la première saison suit vraiment l'ascension d'un jeune venu dans la drogue, qui est, en tout cas dans le trafic de drogue, qui est Pablo Escobar. Donc, la première saison suit vraiment son ascension. Et la deuxième va plutôt suivre sa chute, comment Pablo Escobar est tombé. Et la 3e va plutôt suivre ce cartel de Cali par un biais très intéressant, parce que ces 2 premières saisons prennent le biais de ces 2 agents de la DEA qui ont vraiment existé aussi, pour le coup, qui sont en grande partie responsables de la chute d'Escobar. Et la 3e saison quitte un petit peu, on a toujours un des 2 agents qui reste l'un des personnages principaux, mais le personnage principal de la saison 3 est un infiltré, un agent de la sécurité informatique plutôt, et des communications dans le cartel de Cali, qui va devenir une sorte d'infiltré pour la DEA et va aider à faire tomber ce cartel de Cali. Donc on suit trois étapes importantes à la fois de la naissance et de la chute de la puissance colombienne dans le trafic de drogue. Le personnage principal, finalement, si on vous suit, c'est la drogue, c'est-à-dire cette drogue qui était très à la mode dans les années 80, produite en Colombie principalement, c'est la cocaïne.
Exactement, oui, c'est la cocaïne, c'était la drogue vraiment récréative, c'était la drogue aussi notamment aux États-Unis, parce qu'il y a forcément évidemment ce lien très fort avec les États-Unis, avec ces deux principaux personnages qui sont les agents de la DEA. Cette drogue qui était très en demande parce qu'on avait, voilà, c'était l'époque aussi du boom de la bourse, les traders, etc. Une jeunesse un petit peu, ou en tout cas des gens très très assez fortunés. C'était une drogue qui représentait finalement quand même quelque chose d'un certain statut social, et de montrer finalement pas ce côté récréatif de cette drogue-là ou de ce qu'elle a pu avoir comme effet évidemment aux États-Unis, mais plutôt de se concentrer sur qui la produisait et comment en fait elle est devenue un énorme marché parallèle ultra puissant, presque plus puissant que cette bourse finalement qu'elle venait alimenter en quelque sorte. C'est horrible à dire, mais c'est un peu ça. Oui, parce que on retrouve des séries avec des agents de la DEA, de la drogue sur les États-Unis, sur l'écoulement de cette drogue avec les réseaux, avec les gangs. On en a déjà vu, que ce soit dans les séries ou dans les films. Par contre, l'intérêt, on va y revenir, de Narcos, c'est vraiment de revenir à la source, j'allais dire, de comprendre aussi comment un personnage, vous l'avez dit, Pablo Escobar, va mettre la main sur le trafic et va surtout le développer au point de devenir même un personnage mondialement connu. Ah oui, complètement. C'est devenu presque une superstar. C'est une des plus grandes puissances, une des plus grandes richesses du monde. Enfin, c'était très impressionnant avec encore une fois un vrai marché parallèle, quoi. Mais il était une des plus grandes puissances financières au monde, ce Pablo Escobar. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment comment il est parti d'un jeune monsieur pas particulièrement riche. Au contraire, il venait plutôt d'un milieu peu aisé, et de regarder en fait finalement comment cette drogue et ce trafic de drogue en Colombie du moins est rentré dans quelque chose de très structurel au niveau de la société, comment elle a fini par structurer d'une certaine façon la société colombienne à un moment donné, et devenir vraiment l'un des principaux à la fois pourvoyeur d'emploi, mais aussi une vraie catastrophe. Enfin, c'est vraiment une catastrophe pour le pays. À ce moment-là, c'était à la fois les deux en même temps, c'était le pire et le moins pire. Donc, il y a cette volonté de montrer comment un trafic parallèle vient structurer un pays. Et ça, c'est assez fascinant. Avec l'idée aussi de développement de statut social, puisque ces grands personnages de la drogue, comme Escobar, on les a surnommés les barons de la drogue. Bien sûr. Donc, avec l'idée qu'ils ont acquis grâce à la cocaïne et à son développement dans le marché international, via les États-Unis principalement, ils ont acquis un vrai statut social dans leur pays. Oui, et c'est ce qui est intéressant sur les 2 premières saisons particulièrement, autour de la figure d'Escobar, parce que c'est de regarder cet homme qui, encore une fois, venait d'un milieu pas particulièrement riche du tout, et qui a su s'élever, qui avait une énorme ambition, qui avait une sorte de vengeance sociale à faire. Il avait énormément d'ambition, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui avait envie, il avait envie même de rejoindre le gouvernement de son pays. Et à un moment donné, il est même arrivé pendant très très peu de temps. Il s'en est fait virer, et ça a été pour lui une énorme claque, et ça a été très très violent. Mais c'est vrai que c'est vraiment presque une histoire dans un autre contexte, avec autre chose que la drogue. Ça serait presque une histoire de underdog et de revanche sociale absolument fascinante, en fait, de regarder ce personnage. Et en ça, finalement, il ressemble un petit peu quand même il y a un côté Scarface dans l'affaire, hein. C'est vraiment l'idée de l'ascension et de la déchéance sociale d'un personnage qui avait des comptes à rendre avec sa situation. Oui, on aurait pu effectivement sous-titrer la série Narcos, en tout cas pour ces 2 premières saisons, Rise and Fall, Pablo Escobar. C'est-à-dire, c'est cette idée très très intéressante aussi de quelqu'un qui a connu une ascension véritablement rapide, avec de l'argent qui tombait facilement, et puis cette saison 2 qui, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le plan de la narration, on y reviendra peut-être un peu plus tard, est parfaitement construite, parce qu'on voit un personnage finalement qui a tout, et puis qui petit à petit est en train de tout perdre. Ah bah, complètement, on voit quelqu'un qui a atteint ses buts, mais pas complètement, encore une fois, parce que ce qui est assez fascinant dans ce personnage, c'est que en même temps, on peut dire qu'au moment où il faisait monter son trafic, évidemment dans une violence extrême, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il était aussi
notamment à Medellín, très célébré, très remercié, puisqu'il il était porteur d'emploi. Il a reversé beaucoup aussi à la communauté, ce qu'il a gagné en grande partie, et enfin pas tout, hein, évidemment, mais il en a reversé une partie, donc il était assez célébré. Mais c'est vraiment quelqu'un qui avait ce besoin immense de reconnaissance, et emporté par ce désir, encore une fois, de vengeance et de reconnaissance, tout va s'écrouler dans la deuxième saison, parce que c'est là où il commence à faire des bêtises, c'est là où il commence à devenir presque trop gourmand et être emporté plus par une sorte de colère. Mais la colère initiale qui l'avait finalement fait progresser devient complètement destructrice. C'est un personnage assez tragique finalement qu'en fait la série. C'est justement, je pense, une des réussites de la part des showrunners, c'est cette idée qu'un personnage qui, d'après nos normes sociales, devrait être quelqu'un qui est un repoussoir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne doit pas être vu comme un exemple. Et pourtant, quand on regarde bien la série, vous l'avez évoqué, Perrine, c'est quelqu'un qui, on voit, c'est un homme d'affaires, alors certes, qui est violent, mais qui a des points quand même positifs, et quelqu'un qui est mu par une volonté de s'en sortir surtout. Ah bah oui, complètement. C'est vraiment comment dire, ce qui le fait avancer, c'est ce qui le fait aussi créer des relations avec d'autres personnes. Il va jouer aussi quand même assez régulièrement sur cette corde-là. Après, il ne faut pas oublier, la série, je trouve quand même, elle ne porte pas non plus complètement au nu ce personnage. Elle n'est pas aveugle de ça. C'est pas une série non plus qui est en train de nous transformer totalement Escobar en héros, même si c'est la limite et le risque. Je pense qu'on y reviendra plus tard, mais c'est la limite et le risque de la série. C'est-à-dire d'un moment de prendre ce personnage qui est quand même à plein de niveaux détestable, mais d'en montrer peut-être beaucoup plus de nuances, d'en montrer finalement quelque chose de ne pas en faire un monstre totalement. Ce que je trouve intéressant, c'est que la série n'en fait pas totalement le monstre. Elle dit quelque chose de bien plus complexe et elle le rend davantage humain. Ça ne veut pas dire beaucoup plus agréable. Ça veut dire d'un seul coup de montrer que le mal n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais au contraire vient de choses beaucoup plus ordinaires. Et en ça, on rejoint encore une fois toute la tragédie de l'Antiquité jusqu'à Shakespeare. C'est pas du tout. C'est un personnage on a sorti du côté maléfique pour en faire quelque chose d'un drame humain assez terrible, mais assez passionnant en réalité. Et terrible pour beaucoup de gens, puisque ça a quand même signé la mort de plein de gens, faut pas se mentir. Oui, et puis c'est vrai que cette idée de personnage qui est tout en nuances, on n'est pas sur un portrait du tout, hein. Je me concentre là pour l'instant sur les 2 premières saisons, mais on n'est pas du tout sur un portrait d'Escobar très manichéen avec les blancs, c'est les agents de la DEA qui sont gentils, les personnages, on va dire, sombres, n'ont pas que ce côté sombre-là. On voit bien cette nuance de gris, j'allais dire, c'est ces idées de tous les personnages finalement qui sont travaillés par les showrunners pour arriver à dire ce qui est là aussi très intéressant aussi, à nous faire questionner sur qu'est-ce que c'est, vous l'avez dit, l'âme humaine, et puis c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ces personnages-là qui ont choisi finalement ce qu'on pourrait juger le mauvais côté pour essayer de s'en sortir et qui font tout pour y arriver. Ah bah complètement, il y a un côté, alors on n'est pas non plus dans Star Wars où il y a le côté de la lumière et le côté le dark side, quoi, le côté sombre, mais il y a à un moment donné une histoire de choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, le pendant, ces 2 agents de la DEA, eux non plus ne sont pas, c'est pas des anges. Il y a rien d'absolument parfait chez eux. La présentation américaine n'est pas parfaite non plus. On sent que les États-Unis, leur guerre contre la drogue, elle est complètement à plein de niveaux, complètement j'ai envie de dire foireuse, pardon pour le mot, mais elle est complètement pas pensée, pas légitimisée, et en fait, elle est assez hypocrite. Et en fait, eux aussi ont leur côté sombre, eux aussi ont des méthodes qui ne sont pas les bonnes. C'est pas eux les personnes parfaites qui, d'un seul coup, viennent attaquer le mal. Le mal s'installe de tous les côtés, à plein de niveaux, parce qu'en fait, montrer que l'âme humaine, c'est pas tout bien ou tout mal, il y a une complexité que la série, je trouve, arrive à rendre compte, à la fois de manière très divertissante, mais je trouve intelligemment avant toute chose. Quand on voit les États-Unis, vous avez raison, hein, on est dans les années 80, dans ces États-Unis qui sont triomphantes, hein. La présidence de Reagan, c'est le début de la fin face à l'URSS, hein, qui est en train d'exploser complètement par rapport à Gorbatchev. Et donc, il y a une plongée vers l'Amérique centrale où les Américains et la CIA en particulier vont soutenir des régimes qui n'ont rien de soutenable, qui sont des dictatures, justement pour s'imposer et pour éviter ce trafic de drogue-là. Donc, vous avez raison. Finalement, on en vient à se poser la question, les Américains, c'est peut-être eux les méchants.
Moi, je trouve aussi, en fait, ce qui est assez intéressant finalement dans la série Narcos, et en ça, je comprends, mais encore une fois, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais je comprends pourquoi peut-être en Colombie, la série a du mal à passer à plein de niveaux, c'est que Narcos, c'est pas tant une histoire colombienne qu'une histoire des États-Unis en Colombie. Ce qui intéresse la série à plein de niveaux, c'est finalement de regarder que l'Amérique se regarde en face par rapport à cette histoire du trafic de drogue, même si elle est présentée comme ceux qui vont faire tomber, Escobar. Euh, Finalement, à côté de ça, c'est à cette époque-là en particulier, comme vous le disiez, les États-Unis ont aidé à mettre en place des systèmes de dictature absolument terribles, que ce soit au Chili ou en Argentine. Et en Colombie, les États-Unis, par l'achat parce qu'on sent dans le film que c'est quand même, dans la série, que c'est vraiment le principal consommateur des drogues de Colombie. La série est vraiment très américano-américaine, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais on reste tout à fait sur ce continent-là. Et on sent que finalement, elle, par ce biais-là, d'une certaine façon, elle est aussi en train de nourrir un trafic qui va faire beaucoup de mal à un pays, et elle essaie de venir peut-être corriger ses erreurs, mais elle va en créer d'autres. Et en soi, il y a une critique assez profonde de l'interventionnisme américain. Et c'est ça qui est plutôt intéressant aussi, tout en ayant en parallèle ce récit d'Escobar, ce récit assez tragique, humain, d'un personnage terrible, d'un tyran affreux, mais qui est, encore une fois, dosé, nuancé par des problématiques de l'âme humaine. Oui, Narcos, c'est véritablement un regard déporté sur l'Amérique. Je crois que c'est un regard sur ce que fait l'Amérique à l'étranger, Ouais. ce qu'elle peut proposer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir parce qu'on voit souvent, on l'a dit depuis le début de l'émission, les Américains intervenir à l'étranger, que ce soit dans certains pays avec la CIA. On voit toujours ce côté très triomphant des Américains qui viennent sauver un petit peu le monde. Et là, non. Alors c'est vrai que la série est une série contemporaine, hein, tournée dans les années 2010, plus de 30 ans après les faits. Donc il y a quand même quelque part de la part des showrunners une volonté de regarder ce passé américain en face. Complètement, il y a un côté un petit peu désabusé, il y a un côté désenchanté, un côté aussi parce que comme en effet on est dans les années 80 où les États-Unis commencent à l'emporter sérieusement sur l'URSS, mais quelques années plus tard, il y a eu des tonnes d'interventions américaines dans d'autres pays, et notamment au Moyen-Orient, qui ont été des échecs absolument prodigieux. Et on voit bien aussi que l'Amérique a aussi pris conscience de son rôle, même si, encore une fois, elle ne l'admet pas totalement sur certains pays d'Amérique, encore une fois, dans ces années 80, mais elle a une prise de conscience sur comment, à un moment donné, l'Amérique se sent toute puissante, peut-être parfois à tort. Et ce qui est assez intéressant, c'est souvent ces dialogues, parce qu'il y a beaucoup de voix off dans Narcos. On entend beaucoup la voix off des agents de la DEA qui racontent ce qu'on est en train de voir, parfois pour aller un petit peu plus vite, pour accélérer la narration. Mais en même temps, cette voix off, elle est ultra critique, assez régulièrement critique, à la fois sur la Colombie, mais pas souvent, en fait. Finalement, c'est pas tellement à la Colombie qu'elle en veut le plus, c'est presque finalement aux méthodes américaines, à la façon de fonctionner américaine, et encore une fois, à l'hypocrisie américaine. Il y a vraiment une volonté de la série quand même de questionner ces méthodes américaines. Qu'est-ce qu'on peut dire véritablement sur la Colombie? Parce que la Colombie, on ne la voit que par le biais de la drogue. Alors justement, ces cartels, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'ils fabriquent cette drogue? Pourquoi la Colombie, d'ailleurs, ce pays a-t-il été au cœur de ce trafic? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Comment est-ce que Narcos le montre? Narcos le montre assez bien. Il y a même quelque chose, surtout dans la première saison, je trouve, où elle a vraiment cette idée de raconter un petit peu comment le trafic est arrivé au Chili, justement en partant du Chili, mais en arrivant en Colombie, parce qu'au Chili, il y a eu une politique très très forte contre le trafic de drogue, et notamment mise en place, et c'est hallucinant de le dire, mais par Pinochet, mais très très forte contre ce trafic de drogue. Et finalement, c'est la Colombie qui a récupéré ça et le savoir-faire, parce qu'aussi la Colombie est une terre très très riche, une terre assez où les plantes pouvaient largement pousser, et on voit bien que cette manière de faire de la drogue, c'est une manière très très artisanale. Alors à la fois on a quand même plus ces cartels vont s'enrichir, plus ça va devenir plus industrieux, ou industriel, mais en tout cas il y a quand même toujours une méthode très très encore une fois
fait maison, qui est pas très rassurante à regarder assez régulièrement dans la série. On a l'impression qu'ils vont se faire beaucoup de mal, et ils se font beaucoup de mal régulièrement. Mais au-delà de ça, on a quand même un système. C'est un système presque de caste, en fait, ce système de cartel. On a quelqu'un qui prend le pouvoir, encore une fois, dans la violence. C'est un concours, à chaque fois, entre plusieurs cartels qui vont s'affronter dans la violence. Et au bout d'un moment, on décide qu'au lieu de faire des morts à n'en plus finir, on va peut-être s'allier pour obtenir finalement plus de parts de marché et plus de place et peut-être plus d'argent de manière plus simple. Il y aura toujours des oppositions, on le voit très bien avec Medellín et Cali. Mais parce qu'encore une fois, chacun veut sa part du gâteau. Mais il y a quand même ce vrai système. Alors qu'au début, en Colombie, le trafic de drogue, c'était quand même des petits groupes, chacun de leur côté, qui faisaient quelque chose. Et au bout d'un moment, on a décidé de se regrouper. On a décidé vraiment de former des alliances pour encore une fois, industrialiser ce marché de la drogue. Et c'est ça la grande force de Escobar, par exemple, c'est d'avoir industrialisé ce marché de la drogue. C'est de l'avoir vraiment structuré, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est ça la grande invention finalement d'Escobar, c'est terrible à dire, mais c'est le cas. Et ensuite, après d'avoir su sortir de son propre pays, puisqu'il savait que c'était peut-être pas en empoisonnant son pays qu'il allait le plus y arriver, d'autant plus qu'il a encore une fois cette ambition politique très très forte. Donc il a l'intention finalement de montrer qu'il peut créer des liens à l'étranger pour que son pays s'enrichisse et puisse bénéficier de ces liens à l'étranger. Et donc il va finalement, encore une fois, par ces systèmes d'alliance qui mélangent diplomatie et menace, réussir à pénétrer des marchés et profiter. On continue à voir chez Escobar cette capacité à repérer des marchés à l'étranger très forts en exploitant la faiblesse des autres pays. C'est quelqu'un qui arrive très très bien à viser qu'est-ce qui va être intéressant pour lui et quel type de marché viser pour le faire le plus d'entrées. En fait, c'est un grand, j'ai envie de dire, c'est vraiment un très grand businessman avant toute chose. Et c'est comme ça que la série le raconte, du moins. C'est vraiment regarder comment ce trafic s'est constitué, industrialisé et finalement presque, enfin, on ne le voit pas trop dans la série parce qu'on reste encore très dans l'Amérique, mais mondialisé par ailleurs. Et puis, vous l'avez dit là-dessus, c'est très intéressant par rapport à la violence. Moi, je voudrais qu'on revienne dessus parce que c'est quelque chose qui est récurrent. Et comment est-ce que c'est montré à l'écran? Comment est-ce que c'est filmé là-dessus? On a des séries, on va en parler aussi, qui sont sur la drogue. On a des séries qui sont aussi sur la mafia. Hein. Je pense notamment à la série 000. Je pense aussi à Gomorrah, par exemple, autour de la mafia. Là, comment est-ce que c'est montré dans cette série-là, Perrine? Ils sont assez francs sur la violence. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, quand on embauche comme réalisateur José Padilla, qui est connu pour Troupe d'élite, qui était un film au Brésil qui a vraiment marqué déjà à l'international aussi, qui a installé José Padilla, mais qui est un film assez violent. On sait que d'un seul coup, on s'attend à de la mise en scène de la violence assez forte. Et la série ne se voile pas la face sur la dureté, la violence qu'implique le trafic de drogue. Parce qu'aussi, c'est un marché parallèle. Parce qu'aussi, en gros, c'est une jungle où règne le plus fort. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, cette violence, elle est très mise en scène, montrée dans sa plus grande horreur. Il n'y a pas vraiment de complaisance de la violence dans la série. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on se dit comment dire, on prend un immense plaisir à avoir des tueries. C'est-à-dire la série rend compte que cette violence est douloureuse, tragique et comment dire, et presque, je cherche mon mot, mais inséparable du trafic. Elle à aucun moment on a cette idée. Je trouvais par exemple que Scarface était beaucoup plus complaisant avec la violence, par exemple, là où je trouve que la série finalement nous montre bien le côté inévitable de cette violence et le drame qu'elle emporte avec elle, en fait. C'est-à-dire qu'il le met en scène, et aussi seulement quand c'est nécessaire. Il n'y a pas de violence superflue non plus. Il y a aussi une violence des mots. C'est des gens qui sont très vulgaires, qui passent leur temps à s'insulter quand même. Il y a de la violence, la violence des mots, mais il y a une violence physique, et tout ça montrait que ce marché parallèle ultra dur l'est aussi inévitablement sur les corps.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire dans la façon de filmer à ce moment-là, on est bien sûr, on le sait, on est dans de la fiction et je vais vous poser ensuite une question justement sur le rôle de la fiction dans ce qu'on peut appeler l'histoire, hein, en rapport avec ce qu'on veut essayer de voir aussi dans le podcast. Mais là, quand je reviens sur cette violence-là, sur la façon dont c'est montré, est-ce que d'après vous, elle est, vous l'avez dit, elle n'est pas si esthétisée que ça, elle est montrée de façon brute. Pourtant, on n'est pas dans le documentaire. Est-ce qu'on se rapproche un peu de ce qu'on peut voir dans ce que fait par exemple David Simon dans The Wire, c'est-à-dire quelque chose vraiment destiné à travers la fiction, décrire une vraie réalité? Oui, il y a une volonté de décrire une certaine réalité, mais là où The Wire, en fait, il y a eu plusieurs séries évidemment qui ont traité de la drogue, et The Wire en a fait partie, ça fait partie de l'écosystème de The Wire dans plusieurs saisons. Mais chez The Wire, il y a une volonté très sociologique de montrer les choses, c'est-à-dire de voir comment fonctionne sociologiquement une ville et de voir comment cette drogue agit d'un point de vue sociologique. En fait, il y a vraiment cette volonté-là. Comment dire, dans Narcos, il y a quelque chose de montrer cette violence comme étant assez structurelle, en fait. Cette violence, elle fait partie, c'est un des attributs nécessaires au trafic. Il y a quelque chose encore une fois, je répète, d'inévitable à ça. Et la série le démontre bien. Elle démontre bien qu'à aucun moment, on peut imaginer faire un trafic de drogue qui se passerait comment dire, dans la douceur. Il n'y a pas ça. Voilà, je pense que vraiment, il y a cette volonté-là, à la fois de raconter comment dire, une histoire personnelle, celle de ces deux agents de la DEA, celle d'Escobar, pour les 2 premières saisons, puis après un peu plus le cartel de Cali. La 3e saison est tellement différente des 2 précédentes. Moi, je la trouve absolument passionnante, mais elle est vraiment différente. Mais il y a une volonté, encore une fois, pas documentaire du tout, mais plutôt, encore une fois, je pense structurelle, de montrer cette violence. Et donc, du coup, Perrine, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire? J'allais dire à travers Narcos, comment c'est montré, comment la fiction veut essayer de montrer ce qui a été une réalité. Alors, est-ce que c'est là aussi, d'après vous, une des intentions de la série et des showrunners, c'est-à-dire de faire quelque chose de vraiment historique, ou au contraire peut-être de faire un petit pas de côté et que l'histoire soit en arrière-plan pour se concentrer véritablement sur ce qui est, on l'a dit tout au long de l'émission, le héros véritable, c'est-à-dire la drogue? Bien, je pense que le show se vendait comme tel au moment de sa création, et puis même au moment de la promotion de la série, il y avait vraiment une volonté de dire on est au plus près de la réalité, on veut faire un show qui retrace au mieux cette histoire, et l'histoire avec un grand H, d'une certaine façon. Mais je dirais que c'est presque le point de faiblesse de la série de ne pas reconnaître son aspect vraiment fictif. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, elle est très réaliste à plein de points de vue. Déjà, elle va tourner sur place, en Colombie, notamment par exemple l'endroit où meurt Escobar. Ce toit, c'est le même toit sur lequel il est mort en réalité. Donc on retrouve, voilà, il y a une volonté d'être le plus proche du réel. On relate par des images d'archives aussi dans la série des moments capitaux essentiels de cette histoire de la drogue en Colombie. Donc on cherche vraiment la réalité, ou en tout cas le réalisme. Ça, c'est vraiment une volonté de la série. Mais elle pêche à plein d'endroits à ce niveau-là, forcément, cette série. Parce que déjà, c'est une fiction. C'est pas un documentaire, c'est une fiction, c'est une série. Donc, en voulant s'attacher à la réalité et par l'obligation d'avoir un nombre d'épisodes avec un certain nombre d'heures, etc., on est obligé de faire des impasses, on est obligé de transformer cette réalité, changer peut-être parfois des noms des personnages, soit pour les protéger dans la vraie vie, soit parce que tout simplement ça facilite la narration. Il y a aussi le problème des acteurs, clairement. Même si Wagner Moura est pour moi un immense Pablo Escobar dans la série, la problématique est qu'il est brésilien et qu'il n'a pas du tout le bon accent pour jouer un Colombien de Medellín. Alors en soi, on n'est pas obligé de vouloir coller absolument à ça, mais imaginons une autre série, si on faisait une série sur le roi Louis XIV, qui d'un seul coup avait un accent, j'en sais rien, un accent allemand, on se poserait des questions. Enfin, ça serait bizarre. Donc il y a quand même une problématique dans la série de vouloir être absolument
comment dire, une fiction, comment dire, de vouloir être dans le réalisme historique, alors qu'en fait, elle est une fiction historique. Et ça, je pense qu'elle aurait dû être un petit peu plus claire dès le départ. Mais ça reste une fiction intelligente, une fiction qui prend en charge la réalité, mais qui reste encore une fiction avec un point de vue, forcément, et qui reste un point de vue américain. Et un point de vue américain qui raconte une histoire colombienne. Donc, il ne faut pas perdre cet état d'esprit quand on regarde la série. C'est-à-dire que si ça peut donner envie à des gens, et par exemple, ça a été mon cas aussi, quand je regarde la série, moi, j'ai envie d'aller regarder derrière, un peu comme on regarde The Crown, où on a envie d'aller regarder la réalité des faits derrière, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Si ça peut donner de la curiosité de se renseigner, c'est super. Mais on ne peut pas prendre la série pour argent comptant totalement. Ça peut donner une idée, mais ça reste encore une fois une idée avec un point de vue très américain sur une histoire colombienne, ce qui fait notamment que la série n'a pas du tout été appréciée en Colombie. C'est vraiment pas du tout un succès. Alors qu'en fait, il y avait quand même une volonté de la part de Netflix, en faisant la série, d'ouvrir son marché à d'autres régions que les États-Unis ou l'Europe. C'était vraiment l'idée d'agrandir son marché. D'ailleurs, la série était l'une des seules séries qui n'a pas accepté le doublage en espagnol, mais plutôt à forcer les sous-titres. Donc c'est quand même ça, en soi, il y a une certaine idée d'ouverture qui est plutôt intéressante. Mais il faut jamais perdre l'idée que ça reste une fiction, et on voit bien à quel point cette histoire de fiction, ça peut être problématique. Je pense à une autre série qui est Tchernobyl récemment. Tchernobyl, c'était le point de vue américain sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et ça a mis en colère le côté russe, qui ne l'a pas du tout apprécié ou vu comme ça, et qui décide de faire sa propre série pour raconter son point de vue sur l'histoire. Donc, et il suffit de voir qu'en Colombie, peu de temps avant Narcos, était arrivé Escobar al Patron del Mal. Bon, bah déjà, ça a indiqué la couleur. La vision colombienne d'Escobar n'est pas du tout positive et n'est pas aussi nuancée au risque d'en faire un héros comme les Narcos. Donc, on voit bien que cette notion du réalisme historique et de la fiction historique, elle est nuancée, elle est légère, mais il faut que la série assume son côté fictionnel. C'est vraiment essentiel pour pouvoir l'apprécier dans son entièreté, je veux dire. Et par rapport aux autres séries, justement, on a évoqué des séries, vous avez très bien dit, autour de The Wire, on avait consacré un épisode déjà avec Elsa Grassi dans l'épisode 26 autour de cette série-là, mais on n'a pas évoqué encore dans le podcast 000, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Perrine, sur la comparaison entre 000 et Narcos? Alors peut-être, pour celles et ceux qui connaîtraient pas 000, la présenter rapidement et voir les points communs, mais aussi les nombreuses différences. 000, c'est l'adaptation en série d'un livre de Roberto Saviano qui s'appelait Extra Pur, ou 000 dans son titre original. Et qui, elle, en fait, Extra Pur, c'était pas une fiction, c'est un livre, c'est un essai autour du trafic de drogue mondial, en partant de plusieurs points de vue, à la fois parler de rapport avec les mafias italiennes, mais aussi des cartels mexicains, et après de montrer finalement une sorte de tour du monde de la drogue, comment fonctionne la drogue à différents endroits. Et la série va retracer ça en mettant en scène 3 familles de personnages, une famille américaine, une famille mexicaine et une famille italienne, et de montrer finalement ce fonctionnement, c'est-à-dire de la fabrication du produit au Mexique, puis des États-Unis qui sont à la fois un des marchés mais aussi des transporteurs, et arriver en Italie où d'un seul coup la mafia devient distributrice de ce produit. Donc on voit vraiment, en fait, c'est une série sur le système, sur le fonctionnement, plus que ne l'est finalement Narcos, qui reste encore une série de personnages avant toute chose, même si elle se veut être une série qui raconte le fonctionnement du trafic de drogue en Colombie et aux États-Unis, en tout cas le rapport avec les États-Unis dans les années 80, début des années 90, elle reste une série de personnages très très forts. On a parlé des agents de la DEA, évidemment d'Escobar, qui vient presque polluer d'une certaine façon les 2 premières saisons, puisque Escobar est une telle figure, tellement forte, que tout le monde connaît et tout le monde a un avis. Donc je trouve que la série est emprisonnée aussi ou ça, par les préconçus de chacun sur ce personnage, là où la 3e saison, en prenant un personnage principal qui est
un agent de la sécurité d'un cartel, elle devient presque un peu quelque chose à la Michael Mann, elle se décale complètement et devient, pour le coup, rentre dans son rôle de fiction totale, qui est vraiment très, très, pour moi, très, très passionnant et très, très, encore plus divertissante et plus amusante et même plus intelligente. Mais 000, lui, n'a pas du tout cette ambition de personnage, même si elle recrée ses familles, les personnages sont moins intéressants finalement que le système, que comment ça fonctionne. Et c'est pour moi la grande force de la série, en plus d'avoir une vraie ambition visuelle, c'est d'avoir vraiment cette idée de comment fonctionne le trafic. C'est moins attrayant en termes de divertissement, je pense, mais je pense qu'en termes de réflexion sur comment fonctionne le système mondialisé de la drogue, et c'est une série tout à fait pertinente. Si on vous suit, c'est vrai que quand on regarde Narcos, on a 2 saisons particulières qui sont, vous l'avez dit, très bien exactement, vampirisées par ce personnage d'Escobar. Ce qu'on pourrait voir en histoire avec, c'est une histoire vraiment des grands personnages, vous l'avez dit, par le haut. Alors que, vous l'avez dit, et c'est peut-être pour ça, j'allais vous poser la question, Perrine, pourquoi vous avez adoré cette saison 3? C'est parce que on suit un inconnu, en fait, et du coup, on se rend peut-être plus compte de la réalité des choses? Je pense qu'en suivant cet inconnu, déjà, il y a une part d'identification plus forte. Et donc, encore une fois, c'est là où je dis qu'elle retrouve son aspect fictionnel beaucoup plus fort. Parce que là, on regarde un personnage qu'on connaît déjà très bien. C'est comme si on faisait une série sur le Che. Voilà, on a pareil cette idée, ça transporte énormément de choses avec lui, ce personnage. Donc là, on a encore une fois cet agent de sécurité informatique et des communications qui est un nobody, et un nobody qui va contribuer à faire tomber un cartel. Et c'est tout à fait la réalité, mais c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Et comme le cartel de Cali est beaucoup moins célèbre que le cartel de Medellín, pareil, c'est une histoire qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, qui a moins, en tout cas, et encore une fois, je parle de hors Colombie, parce qu'en Colombie, c'est une autre affaire. Le point de vue colombien sur la série est forcément pas le même que le reste du monde. Mais pour le reste du monde, c'est là où d'un seul coup la série, je trouve, gagne en profondeur, en identification, même en enjeu de narration, parce qu'elle arrive à nous raconter ça comme voilà un film, un film d'espionnage dangereux, tendu, pour lesquels on a une énorme inquiétude pour les personnages, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va leur arriver. Contrairement à, encore une fois, les 2 premières saisons où l'histoire de Escobar, elle est déjà faite. Alors, on peut être surpris, on peut en apprendre, on peut découvrir. Et encore une fois, cet aspect nuancé du personnage, d'aller creuser dans sa personnalité, à tort ou à raison, parce que le fils de Escobar lui-même dit que c'est parfois un peu n'importe quoi sur la manière dont on décrit la personnalité de son père. Mais encore une fois, c'est une histoire de point de vue des créateurs. Mais on n'apprend pas grand-chose sur le fait que il y a eu Escobar qui a dominé le trafic de drogue mondial à un moment donné. Mais d'un seul coup, dans cette 3e saison, on découvre tout un monde qu'on ignore. Et je trouve qu'en termes en qualité encore une fois, de narration et d'intérêt et de profondeur pour nous spectateurs, il y a quelque chose d'encore plus peut-être galvanisant. Et la série peut s'amuser à prendre beaucoup plus de liberté, puisque de toute façon, elle est déjà par essence quasiment fictionnelle pour nous. Perrine Quinson, merci pour cette présentation de Narcos. On a bien compris avec 3 saisons bien différentes, les 2 premières sur Escobar, la 3e sur le cartel de Cali, mais qui change de point de vue et qui, vous l'avez dit, à mon avis, prend du corps, c'est-à-dire s'intensifie au niveau de la découverte des choses parce qu'on ne sait pas effectivement, et c'est aussi l'avantage, on ne sait pas où ça peut aller. Donc, Oui. on découvre d'autres choses. Vous avez fourni aussi, pour celles et ceux, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, une petite bibliographie qui va permettre de vous renseigner un peu plus à la fois sur ces séries et puis vous permettre de découvrir Narcos, qui est vraiment une série à ne pas louper, disponible sur Netflix. Vous aurez tous ces liens sur la page de l'émission, sur notre site histoireensérie.com, et puis on retrouve comme toujours le résumé de l'émission avec les liens pour aller l'écouter sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Je rappelle, Perrine, qu'on peut vous retrouver sur le Cercle Série sur Canal+, où vous présentez des chroniques régulières. Donc, avis à tous les amateurs de séries. C'est une excellente émission que je recommande. Perrine, merci beaucoup pour cette présentation. À bientôt, j'espère, pour une autre série. Merci, Nicolas.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strange